On entend beaucoup ces temps-ci une petite musique comme quoi le Rassemblement national aurait été privé d'une victoire légitime, qu'il serait victime de magouillages et autres alliances contre nature, que l'on serait en présence d'un déni de démocratie. Mais est-ce réellement le cas? Ce qui est démocratique est que les avis, les souhaits de chaque citoyen soient pris en compte du mieux possible. Or, ce que chacun souhaite, peut être qu'un tel soit élu ou au contraire qu'il ne soit pas élu, et ce avec plus ou moins d'intensité. Or, un système où chaque citoyen doit sélectionner un unique candidat dans une liste prend très mal en compte cette réalité. Et là, je pense que vous me voyez venir. Certes, le Rassemblement national est le parti ayant été préféré par le plus grand nombre de gens, mais c'est aussi celui pour lequel il y a le plus de citoyens désirant fortement ne pas le voir aux commandes. Et reconnaissons que ce dernier point est une bonne raison pour qu'il ne soit pas aux commandes. Or, s'il y a eu des désistements et des reports de voix induits au second tour, c'est bien parce que de nombreux citoyens ont préféré à un candidat Rassemblement national des candidats qu'ils ne désiraient pas particulièrement porter au pouvoir, exprimant par là un rejet manifeste. Bref, ce système à deux tours a permis de prendre en compte ce rejet. Rien de choquant à cela, rien d'antidémocratique, bien au contraire. Reste que l'on pourrait prendre en compte les différents souhaits des citoyens d'une bien meilleure façon grâce à un autre système électoral. Je pense à ce que l'on appelle le vote par jugement majoritaire. Dans ce système, au lieu de sélectionner un seul candidat dans une liste, chaque citoyen attribue une note à chaque candidat, son jugement, qui prendra typiquement 5 valeurs possibles, très bien, assez bien, moyen, mauvais, très mauvais. Chaque candidat obtient donc ainsi 5 pourcentages, ceux des électeurs ayant émis chacun des 5 avis, que l'on peut représenter en les faisant remplir un rectangle de bas en haut, chacun étant représenté par une couleur. Est alors élu celui dont le jugement recouvrant le milieu du rectangle est le meilleur. Et en cas d'ex aequo, on regarde l'éloignement du jugement immédiatement inférieur ou la proximité de celui immédiatement supérieur. Ce système aurait l'avantage de ne nécessiter qu'un seul tour, de se référer directement à l'avis de la population plutôt que de faire intervenir d'obscurs tripatouillages entre politiciens. Et surtout, il élimine le dilemme du vote utile. Vous savez, lorsque vous hésitez entre voter pour votre candidat préféré, idéalement, et un autre qui vous plaît moins, mais dont vous pensez qu'il a plus de chances d'être élu face aux partis adverses. Et c'est vraiment un problème, car cela suppose d'estimer le résultat du vote à l'avance, quelque part, sachant que ce résultat est lui-même influencé par le vote utile des autres citoyens. Bref, je me demande bien pourquoi on n'adopte pas un tel système. Si quelqu'un est au courant ou a des idées pour que ce soit le cas, je le remercie d'avance d'apporter ses lumières en commentaire. Après, ce ne serait pas la révolution, donc, c'est juste un truc que l'on pourrait mettre en place facilement pour améliorer les choses. En particulier, cela ne résout pas le problème de l'instabilité parlementaire, de la difficulté à trouver une majorité suffisante. Passer à un régime purement présidentiel ne fait que mettre la poussière sous le tapis. Une frange importante de la population se voit imposer des décisions qui ne lui plaisent pas. Si l'on veut une amélioration vraiment sérieuse de la politique, il faut aller plus loin que ça. Et en l'occurrence, plutôt que comptabiliser des avis, s'assurer déjà du bien fondé de ceux-ci. On dit souvent qu'il faut voter, que c'est un devoir, je ne suis pas d'accord. Ce qui devrait être un devoir est de s'informer et de se faire un avis aussi pertinent que possible, et de ne voter qu'à cette condition. On voit bien par exemple que si des gens votent sur la base d'informations erronées, on risque de subir un mauvais choix. Or c'est un fait que les fausses nouvelles et autres jugements grossiers pleuvent en période électorale. Ainsi, on pourrait faire passer un petit test de connaissance sur les différents programmes des candidats, auquel un résultat positif donnerait le droit de voter, ou si vous préférez, dont le résultat pondérerait le vote de la personne. Cela dit, si le candidat n'a pas obligation de respecter son programme, ce qui est le cas actuellement,
la chose perd de son intérêt. D'où cette autre mesure que je propose également, l'obligation pour les candidats de présenter un programme suffisamment précis, puis, s'ils sont élus, bien sûr, de le respecter. Concrètement, un référendum révocatoire pourrait être organisé en cas de non-respect par un candidat d'un de ses engagements. L'élu pourra alors justifier son changement de cap et être maintenu, bien sûr, si une majorité comprend celui-ci. Mais le top, ce serait que le peuple vote directement les orientations qu'il souhaite. Des fonctionnaires ou ministres seraient alors chargés d'œuvrer dans le sens de celle-ci, un mandat impératif en quelque sorte. L'intérêt de la chose est que les gens sont globalement d'accord sur les grandes orientations, d'où une plus grande satisfaction de tous. Qui n'est pas pour plus de sécurité, plus de justice sociale, de liberté, pour la préservation des ressources naturelles? Les divergences portent essentiellement sur les moyens. Or, la question des moyens est de nature technique, pas idéologique. La détermination de la méthode la plus efficace, avec le moins d'effets secondaires possible, nécessite un vrai travail, des compétences spécifiques. Pourquoi donc ne pas laisser cette activité technique à des gens ayant les compétences nécessaires et qui seraient sanctionnés sur la base de leurs résultats? Le système actuel où des partis se battent pour le pouvoir donne lieu à beaucoup d'oppositions artificielles. À la mise en avant par les partis de solutions certes séduisantes, mais souvent illusoires, simplistes, d'où bien des échecs. Pas besoin de s'égorger pour savoir s'il faut plus ou moins d'impôts avec plus ou moins de tranches, cela n'a rien d'évident. Chacun devrait avoir un minimum de modestie en la matière. Les divergences réellement justifiées concernent le coût que chacun est prêt à payer pour parvenir à tel ou tel objectif, en fait. Mais elles interviennent surtout en présence d'une importante limitation de moyens. Or, le progrès des techniques a considérablement réduit cette limitation. Il serait donc facile d'assurer aujourd'hui une sécurité, une justice, une liberté et une préservation de l'environnement très satisfaisantes. Si ce n'est pas le cas, c'est principalement parce que nous sommes empêtrés dans des conflits résultant d'une organisation politique et économique archaïque. Pour s'assurer que les ministres fassent bien leur travail, ne profitent pas indûment de leurs fonctions, on pourrait leur imposer une grande transparence. Ils devraient expliquer chacun de leurs choix et seraient bien sûr remplacés en cas de faute ou de résultats insuffisants. Un ministre pourrait être élu par l'ensemble des gens ayant un certain niveau de compétence dans son domaine d'exercice, ou tiré au sort parmi un ensemble de volontaires ayant les compétences suffisantes. Ainsi, il y aurait moins de démagogie, de polémiques stupides, et moins de risques, surtout de dérives dictatoriales. On pourrait aussi permettre à n'importe quel citoyen d'apporter sa pierre à la gestion du pays en faisant des propositions, même s'il n'est pas spécialiste du domaine concerné, à la condition toutefois qu'il respecte certaines règles de bon sens. En un mot, il s'agirait de mettre la raison, le sens du bien commun, l'intelligence collective au pouvoir. Les technologies de l'information dont on dispose actuellement, ainsi qu'une organisation intelligemment pensée en ce sens, permettraient ce genre de choses. Je vous renvoie pour cela au concept d'ucratie. Bref, la démocratie peut être considérablement améliorée. Un déni de démocratie existe bel et bien, donc, mais se situe à une toute autre échelle que ce que d'aucuns s'imaginent. Il suffirait, pour nous sortir de l'ornière, que ces idées circulent, inspirent, soient mises en œuvre. Or, cela est en votre pouvoir, là, à cet instant où je vous parle. Vous pouvez, en effet, favoriser leur diffusion. De plus, vous pouvez également participer directement à cette entreprise, ne serait-ce qu'en laissant une contribution en commentaire. L'intelligence collective, disais-je. Car, bien sûr, cela ne va pas se faire tout seul. Il n'y a pas de recette miracle. Ce ne peut être que le fruit d'un nombre suffisamment grand de bonne volonté. Serez-vous du côté de la solution? À bientôt.